Le dossier du jour, l'extrême droitisation ad nauseam. On le voit, il y a en ce moment une offensive de la part du système pour qualifier d'extrême droite tout ce qui ne lui plaît pas. Sylvain Tesson, les agriculteurs. En tout état de cause, il suffirait d'être blanc, hétérosexuel, de préférer les siens aux autres pour être d'extrême droite, d'ultra-droite, voire de turbo-droite. Extrême droite. Il faut bien prononcer, Lucas, si vous me permettez. Extrême droite. Ah. Extrême droite. Il faut Excusez-moi. racler la C'est gorge. pas assez haineux. Oui, sinon c'est pas assez haineux. Voilà. Je m'entraînerai. Oui, voilà, on va s'entraîner. En réalité, c'est un moyen de pression du pouvoir politico-médiatique, un argument disqualifiant pour mener à la mort sociale celui dont il est l'objet. Absolument, c'est un instrument pour aboutir au silence. Vous n'avez pas le droit de dire cela, parce que sinon on va dire que vous êtes d'extrême droite, et ça c'est très mal. On le voit dans cette offensive à l'œuvre dans les unes du journal anarcho-bancaire Libération. 4 unes sur l'extrême droite, la contagion, le sondage qui fait peur. Mercredi matin, j'écoutais France Info qui nous parlait aussi de la montée de l'extrême droite dans les facultés. Extrême droite. Ah, c'est dur à... Extrême droite. Le géographe de renom Christophe Guilly, écrivain de la France périphérique, nous livre une analyse de cette méthode. On écoute la vidéo. Non mais l'extrême droitisation fait partie de la défense. Je veux dire, c'est le blindé, j'allais dire intellectuel de ces catégories supérieures. On extrême droitise absolument tout. Je veux dire, cette table peut être extrême droitisée, ce micro, cette chaîne, que sais-je encore, etc. Alors le propos de Guilly est intéressant. Il reprend un peu ce qu'a dit déjà Mathieu Bock-Côté, notamment dans son dernier livre sur le totalitarisme sans le goulag. C'est qu'effectivement, à force de tout extrême droitiser, l'argument va perdre un peu de sa force. Parce qu'on ne peut pas extrême droitiser la réalité. Alors, il y a un affaiblissement de l'accusation d'extrême droite qui va maintenant être progressivement remplacé. On va carrément dire c'est des nazis. Voilà. Alors là, les nazis, c'est encore pire. Mais on voit déjà la dérive. Madame Tondelier, les écologistes, tout ça, dès que quelque chose leur déplaît, ils disent c'est les nazis. Alors là, les nazis, évidemment, ça fait encore plus peur. Et donc, on va passer de l'extrême droitisation à la nazification. Je ne sais pas ce que peut donner la nazification de la réalité. Il faudrait peut-être quand même que ces gens-là réfléchissent un peu. Et plus on s'éloigne de cette période de la Seconde Guerre mondiale, plus elle a un impact sur la force morale de ces arguments. Il n'y a pas une contradiction? Ah bah c'est incroyable, parce que moi quand j'avais votre âge, on se disait oui, bah, la Deuxième Guerre mondiale, on va en parler moins parce que ça s'éloigne. Et plus ça s'éloigne, plus on en parle. Mais il arrive parfois que ces ayatollahs de l'extrême droitisation aillent trop loin et se tournent en ridicule, comme en disant que Robinson Crusoe était un facho. Il domestique la nature, il tue les animaux, il contraint la nature, il capture un indigène dont il fait son esclave en vertu de sa nature primitive et il le fait travailler pour lui. Il le civilise en lui apprenant le capital. Et cette centralité du personnage de Vendredi. Alors cette autrice, c'est la quintessence de la bourgeoisie de gauche qui s'exprime sur Mediapart. Là, on est dans le cœur du système dominant. C'est quand même... Ces gens-là sont fous. Jean-Yves, il y a cette peur entraînée par cette qualification, la peur de la mort sociale, la peur de la pression de la famille, des amis. L'exemple récent, c'est la jeune Mila. Comment est-ce qu'on s'affranchit de la peur d'être qualifié d'extrême droite? Et alors, la force de la diabolisation, elle est dans la tête du diabolisé. Voilà, c'est le diabolisé qui intègre la diabolisation de l'ennemi. À partir du moment où le diabolisé met une muraille de Chine entre sa tête et la diabolisation de l'ennemi, il redevient libre et il peut agir sans se laisser contraindre, sans s'excuser. Dès que quelqu'un va être sous le feu de la diabolisation, il va recevoir 2 conseils de soumission. Le conseil de soumission des autorités et le conseil de soumission de l'entourage. Les entourages réagissent généralement très mal. Ils disent « aplatis-toi,
Aplati-toi. C'est ce qu'il ne faut pas faire. D'ailleurs, dans le manuel de lutte contre la diabolisation que vous citez, et dont je recommande la lecture, c'est le meilleur vaccin possible contre la vaccination, beaucoup plus efficace que tous les autres vaccins. Le vaccin contre la diabolisation, c'est le manuel de lutte contre la diabolisation. Eh bien, dans ce manuel, je cite le cas d'un professeur de médecine, directeur de l'Institut de cancérologie de Lyon, M. Freyer, qui a fait un livre pour raconter la campagne de diabolisation qu'il avait subie contre certains de ses cours. Il n'a pas cédé, il n'a pas plié, il ne s'est pas excusé, il a résisté et il est resté en place. C'est ce qu'il fallait faire. Mais il avait effectivement, mais c'est un homme installé d'une 50aine d'années, qui avait peut-être davantage d'expérience que la jeune Mila, sauf qu'il a subi les mêmes pressions, les pressions de l'entourage, les pressions des autorités. Il faut avoir une force morale quand même. Oui, je pense. Pas facile. Oui. Mais il faut, c'est-à-dire quand quelqu'un est diabolisé, il faut qu'il prennent les bons conseils pour savoir comment lutter contre la diabolisation. Voyez-vous, je regrette de ne pas avoir offert mes conseils à Madame Oudéa Castéra dans son affaire de diabolisation à la suite de la scolarisation de ses enfants à Stanislas, parce que si elle avait suivi mes conseils, elle serait au firmament des bonnes opinions, alors qu'en s'excusant tous les 24 heures, aller au 36e dessous.